Et il en aura fallu du temps à la France pour reconnaître le rôle des tirailleurs sénégalais en 14-18. On en a beaucoup parlé ces derniers mois. C'est vrai qu'être un soldat noir pendant la Première Guerre mondiale, qu'on vienne d'Afrique ou d'ailleurs, c'est encore un autre combat que celui des tranchées. C'est l'incontournable. Le silence tient enfin sa revanche. Les canons se sont tus il y a plus d'un siècle et la végétation, elle, pense les blessures infligées à la terre. À Verdun, la Grande Guerre a laissé des trous béants, ceux des millions d'obus et des centaines de milliers d'hommes qui y ont perdu leur vie, quand d'autres, plus nombreux encore, y ont été broyés dans leur chair et dans leur âme. Incontournable champ de bataille de Verdun qui cache une toute autre histoire. Celle d'un jeune homme qui, pour fuir sa condition, plongera dans l'enfer des tranchées. L'historien du mémorial de Verdun, Nicolas Zubac, nous conte l'épopée d'un Américain dans la DR. Eugène Bullard est un jeune Afro-Américain qui est né en 1895 dans l'État de Géorgie, dans le sud, un des États du sud des États-Unis, dans la petite ville de Columbus. Son père était né esclave. L'esclavagisme a été aboli en 1863, mais il ne faut pas s'y tromper. Il y a une ségrégation dure et brutale qui s'applique dans ces États du sud des États-Unis. Eugène Bullard a envie de prendre le large. À 16 ans, il se jette à l'eau. De l'autre côté de l'océan, il y a l'Europe, et en Europe, il y a cette France qu'il idéalise, ce pays de liberté encore une fois. Et clandestinement, en 1912, il va monter à bord d'un transatlantique qui va l'amener dans un premier temps au Royaume-Uni, où là, il va enchaîner les petits métiers. Et il va être d'abord docker, il va être, ce qui nous paraît surréaliste à l'heure actuelle, cible vivante dans une fête foraine. Et puis ensuite, il va se prendre de passion pour un sport qui est la boxe. Il va devenir boxeur. C'est dans le cadre d'une compétition de boxe qu'il va découvrir le pays de ses rêves, la France. Le voilà arrivé en France en 1913 et c'est là où la guerre le saisit à l'été 1914. Alors que son pays est encore neutre, le jeune Afro-Américain se vieillit d'1 an pour s'engager dans la Légion étrangère. Là, il côtoie l'écrivain suisse Blaise Cendrars et se voit récompensé de la Croix de guerre pour ses premiers faits d'armes. Puis, c'est l'enfer de Verdun, dans le 170e régiment d'infanterie. Son régiment va être engagé dans une des parties du front qui est la plus violente en ces journées, en ce début du mois de mars 1916, pour le village de Douaumont. Le 5 mars, Eugène Bullard est blessé par un obus. Il est blessé à la mâchoire et à la cuisse, et cette blessure est invalidante, ce qui fait qu'il ne pourra plus remonter au front, il ne peut plus servir dans les tranchées. Cette blessure semble sonner le glas de sa vie de poilu. Mais c'est sans compter sur sa détermination. Refusant de servir à l'arrière, il rejoint l'aéronautique militaire, ancêtre balbutiant de l'armée de l'air. Au mois de mai 1917, il est breveté pilote aviateur. Alors à la fin juin, Eugène Bullard est caporal, lui qui avait combattu sur le sol, le voilà combattant dans les airs de Verdun pendant cette fin de l'été 1917. Et sur son appareil, un SPAD 7, il va faire inscrire sa devise en anglais, All blood runs red, c'est-à-dire tous les sangs coulent rouge, pour rappeler l'égalité qu'il y avait entre les hommes, quelles que soient leurs origines. Et puis il va donc piloter jusqu'au mois de novembre 1917. Il va abattre 2 avions. 2 victoires aériennes. Eugène Bullard entre dans l'histoire en devenant le tout premier pilote de chasse afro-américain dans l'armée française. Entre-temps, les États-Unis sont entrés en guerre aux côtés des Alliés. Le gouvernement américain avait demandé à ce que tous les aviateurs volontaires américains qui servaient dans l'aviation française intègrent l'aviation américaine. Alors Eugène Bullard, il va vouloir réintégrer les rangs de l'armée de son pays natal, mais malheureusement, on lui interdit tout bonnement d'intégrer l'aviation américaine. C'est la décision d'un médecin militaire qui s'appelait Edmond L. Gross. Il va refuser tout simplement parce que Eugène Bullard est un Afro-Américain, Eugène Bullard est noir, donc il était inconcevable à leurs yeux, aux yeux de ses officiers américains, qu'un noir américain puisse piloter. Et comme les pilotes avaient le rang d'officier, il était encore plus inconcevable qu'il y ait un officier noir qui puisse être amené à commander les subalternes blancs. Gross va prendre le prétexte d'une altercation qui a eu lieu entre Eugène Bullard et un officier français qui avait fait une remarque raciste. Et donc ce prétexte est pris pour quelque part lui couper les ailes. Eugène Bullard ne volera plus. Exclu de l'aviation, le désormais ex-pilote est sanctionné et relégué à l'arrière, où il termine la guerre avec les Français. Une fois démobilisé en 1919, il s'installe à Paris. Après la Première Guerre mondiale, il y a une nouvelle musique qui envahit les ondes, on va dire, qui envahit les music halls qu'on va trouver en France, c'est le jazz. Le jazz qui a été amené par les troupes américaines.
Décidément pourvu d'innombrables talents, Eugène Bullard se lance dans une carrière de musicien. Il va être un batteur de renommée, il va gagner de l'argent et avec cet argent, il va être capable d'acheter un club, le club qui va s'appeler le Grand-Duc, qu'il installe à Pigalle. Et à la tête de ce club, il va rencontrer des personnalités, des expatriés comme lui ou des Américains de passage qui sont très célèbres pour l'époque, comme Joséphine Baker, comme Louis Armstrong. Et donc sa notoriété est importante à Paris. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, l'Américain est un temps informateur pour le contre-espionnage français. Puis en 1940, il rempile à près de 45 ans dans l'armée française et prend part à la bataille de France. À nouveau blessé, Eugène Bullard rallie les États-Unis à l'été 1940. C'est la première fois qu'il y remet les pieds en 28 ans. À New York, il recommence une nouvelle vie. Mais outre-Atlantique, Eugène Bullard est un illustre inconnu. Et il est noir. C'est toujours le régime de la ségrégation. C'est le retour au petit boulot qu'il avait exercé au moment de sa jeunesse. Et la situation, c'est que ses conditions de vie se dégradent terriblement. En France, on ne l'oublie pas pour autant. En 1954, des camarades anciens combattants l'invitent à revenir en France pour participer au ravivage de la flamme sur la tombe du soldat inconnu. En 1959, Eugène Bullard est fait chevalier de la Légion d'honneur par décision de Charles de Gaulle, président de la République. Et Charles de Gaulle dira d'Eugène Bullard qu'il s'agit là d'un véritable héros français. Voilà tout le paradoxe de cet homme inconnu dans son pays et qui était, aux yeux des Français, resté un héros. Mais cette histoire ne compte pour rien aux États-Unis. Et finalement, cet homme-là va disparaître dans l'indifférence totale. Le dernier emploi qu'il ait exercé, celui de garçon d'ascenseur. Et Eugène Bullard s'éteint en 1961 d'un cancer. Eugène Bullard est inhumé dans le carré militaire des anciens combattants français, au cimetière de Flushing, dans le Queens, à New York, montrant l'attachement qu'il avait gardé avec la France. Et d'ailleurs, il a été inhumé dans son uniforme de légionnaire. L'Amérique finit par lui rendre justice, tardivement. Au début des années 90, Colin Powell, alors chef d'état-major des armées américaines et premier Afro-américain à occuper ce poste, réhabilite Eugène Bullard et le fait sous-lieutenant de l'US Air Force à titre posthume. Finalement, c'est en 1994 que lui a attribué ce qu'il aurait dû normalement, logiquement, légitimement, recevoir en 1917